vivre heureux, vivons Côtier. Pour vivre heureux, vivons Côtier. Alix, bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous allez bien, Alix, ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Alix, je vous présente, mais nos amis auditeurs vous connaissent. On a déjà échangé ensemble. Vous êtes un habitué maintenant de l'émission. Vous êtes hypnothérapeute, fondateur d'une grande école dans le sud du côté d'Aix. Aix-en-Provence. Alors, la rupture amoureuse, Alix, vous me disiez en off que bon, vous connaissez, vous en connaissez un rayon, vous me disiez. Expliquez-nous un peu. Disons que dans le midi, il y a beaucoup de relations amoureuses qui s'enflamment et qui durent des fois pas très longtemps. Donc il y a des ruptures affectives, des ruptures amoureuses, il y en a beaucoup. Effectivement, j'en fais énormément dans mon métier, et donc j'en ai dû en voir quelques milliers de personnes en fait que j'ai pu aider là-dedans. Donc c'est vrai que je connais un petit peu le rayon. Et alors, souvent, en tant qu'hypnothérapeute, quand une personne arrive en rupture amoureuse un peu, on va dire, en 1000 morceaux, on comprend l'image, souvent les gens le disent, je suis complètement démonté, je suis en 1000 morceaux. Qu'est-ce que vous faites? Comment pratiquez-vous? Alors, nous, on pratique un peu deux choses. On pratique on peut faire un côté le MDR, donc pour enlever le traumatisme de la rupture, d'accord, ou le bien-être, démolir un peu le bien-être qu'on a avec cette personne. Mais en premier cas, on arrive toujours à faire un deuil. Donc une séance d'hypnose où il y a donc un deuil, donc on fait une séance, un protocole de deuil, pour que les futurs qu'on a projetés, parce que chaque seconde, avec chaque être humain, on projette avec des futurs probables ou potentiels ou possibles. Et tous ces futurs-là, quand il y a rupture, ils tombent à l'eau. Et quand ça tombe à l'eau, on reste avec un paysage de désolation, comme un tsunami ou un pré-guerre. Donc c'est dans notre tête, c'est dévasté et c'est désolé, quoi. Donc effectivement, c'est génial cette idée de comment alors vous allez aider la personne à se reprogrammer un peu, Alix, quelque part, c'est ça? Déjà, dans un premier temps, on fait le deuil de tous les futurs qu'on n'aura jamais. Voilà, déjà pour être moins plombé, pour être moins triste, pour pouvoir mieux espérer la vie qui arrive, parce que la vie, il faut la vivre derrière, il faut pas rester là-dessus. Et après, derrière, avec le MDR, effectivement, on va un peu déprogrammer soit le plaisir qu'on a eu avec cette personne, parce que le manque et le désir viennent du manque, le manque vient du plaisir, et si on dégrade le plaisir que la personne a vécu, on dégrade le manque, et donc il y a moins de manque et moins de désir, et ça permet donc de vivre, ça nous permet de faire une rupture et d'être débarrassé de cette souffrance en 3 semaines, un mois, alors que normalement ça devrait durer 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, Kubler-Ross dit c'est 18 mois un deuil normalement. Et en fait, vous aidez les gens avec votre technique à gagner du temps finalement. Elle est beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et finalement, est-ce qu'avec les découvertes des neurosciences, Alix, et qui nous font découvrir quand même que ce fabuleux organe qu'est le cerveau, pas vrai, Alix, a beaucoup plus de possibles et de potentiel qu'on pouvait l'imaginer il y a à peine 5 ans, on est d'accord, 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de connexions neuronales et synaptiques qu'il imaginait, on est d'accord? Est-ce que vous savez sur quoi vous jouez au niveau du cerveau lorsque vous aidez les gens en hypnose? Alors, en hypnose, je vais me dire, le MDR, c'est un super protocole hypnotique, dans tous les cas, donc on va le prendre comme ça. Alors, nous, quand on travaille sur l'hypnose, on va travailler sur l'identité, un petit peu sur la pensée de soi. Quand on change l'idée qu'on a de soi, avec l'événement qui s'est passé, on change la manière dont ça a été encodé dans notre cerveau à l'origine. Et quand on change la manière dont ça a été encodé, ça change donc l'état interne, donc les émotions qui sont liées à ça. Donc, les émotions de tristesse ou de peur, sont liées un petit peu à la manière dont on a encodé les choses. Si on change ça, on change tout. Est-ce que vous pensez qu'au fil des années, on pourra même encore gagner du temps avec les nouvelles découvertes? C'est-à-dire arriver presque avec des techniques incroyables à faire qu'une personne oublie vraiment un traumatisme. C'est un traumatisme, une rupture amoureuse, quand on la veut pas. On est d'accord, Alix, c'est un traumatisme. En quelques heures ou quelques jours. Oui. Ah oui, tout à fait. Moi, je sais qu'en l'espace de 48 heures, il y a déjà du bien-être derrière. La personne commence à vivre, elle recommence un petit peu à bouger, à sortir, à écouter des musiques, à se remettre dans un état. Plutôt que d'écouter des musiques qui font pleurer, elles vont changer d'état d'esprit. C'est plutôt sympa. Ce qui est incroyable avec le cerveau, et ça je le dis à tous nos amis auditeurs, Alix, où je vous apprends rien à vous, mais de tous les organes, il faut qu'ils le sachent, il faut que vous le sachiez, amis auditeurs, au fil des siècles et des siècles, les autres organes, somme toute, n'ont pas évolué. On est d'accord, Alix? L'estomac, le foie, le pancréas. Tandis que le cerveau, lui, oui. Ce qui est phénoménal dans l'espèce humaine, c'est qu'il évolue tout le temps. C'est incroyable cette affaire, n'est-ce pas, Alix? Oui, puis en plus, il y a 2 endroits dans le cerveau où on crée donc des nouveaux neurones. Donc il y a une neurogénèse dans le bulbe olfactif et sous l'hypothalamus. Donc il y a 2 endroits où on pensait qu'à l'époque, on était bloqué dans le nombre de neurones et qu'arrivé à un certain temps, le nombre de neurones se dégradait jusqu'à la dégénérescence. Et c'est pas le cas. Oui, et toutes les découvertes autour de la neuroplasticité, n'est-ce pas, Alix? C'est phénoménal. Je veux dire, on s'est rendu compte là, dernièrement, des chercheurs, parce que j'adore lire les recherches des neuropsychiatres américains, qu'en fait,
fait, il pensait qu'il y avait X connexions synaptiques possibles. On s'est rendu compte que c'est 26 fois plus fort. On se rend compte que la capacité de stockage du cerveau, c'est quasiment la capacité d'Internet. C'est quand même hallucinant. Avec en plus, ils disent plus que ça. oui, peut-être plus que ça, avec en plus la consommation d'énergie juste d'une ampoule. C'est-à-dire que le cerveau est capable, avec une très petite consommation d'énergie, somme toute, de garder des trucs incroyables, Alix. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous pensez, c'est une question depuis le film Lucide Besson, et puis beaucoup se posent la question, qu'effectivement qu'on utilise que X 5% ou 10% des capacités du cerveau? Oui, c'est ce qu'on dit, bien qu'aujourd'hui on sait qu'on utilise la totalité du cerveau, mais qu'on l'utilise pas de la bonne manière en fait. Et qu'en fait le résultat, c'est qu'on a effectivement que c'est très, très petit la manière d'utiliser notre cerveau. Il y a plein de choses qu'on a oublié qu'on savait faire, alors que les anciens, je veux dire, savaient faire des choses que nous on ne sait plus faire aujourd'hui, parce que consciemment on ne se laisse plus porter par la totalité de notre cerveau, malheureusement. On est trop au néocortex, c'est ça, trop dans un mental qui intellectualise. Et la partie de notre cerveau, dans le cerveau reptilien, le cerveau limbique, cette partie de notre cerveau inconscient, je veux dire, on en a oublié des capacités, des compétences, malheureusement, je veux dire. Alors, ça ne veut pas dire que le cortex est à jeter, ça veut dire qu'il faut savoir utiliser les deux parties de notre cerveau, plus consciente et inconsciente. Qui aiderait à développer, c'était d'ailleurs un reportage sur France 2 au JT hier, l'intuition, n'est-ce pas, Alex, qui est quand même phénoménal, l'intuition, pour sentir les personnes, un peu comme des animaux, quoi, si on les sent ou pas. Nos amis, nos cousins québécois, pour imaginer l'intuition, ils ont cette expression, n'est-ce pas, Alex, qui dit « ça me fait oui ou ça me fait non », j'adore. Ça me fait oui ou ça... C'est vraiment ça. Quand tu croises quelqu'un, tu dis « ça me fait oui ou ça me fait non ». Et je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait extraordinaire, oui. Mais cette sensation, si on se laisse guider par une sensation, parce que bien souvent, on s'imagine pas qu'on puisse avoir une communication inconsciente qui soit pas avec des mots, de manière consciente, mais plus avec des ressentis, et plus avec des je suis, effectivement. Candice va vous poser une question, Alix. Avec plaisir. Oui, bonsoir Alix. Ouais, alors, bonsoir, juste avant, c'est vrai que je voulais te dire que l'hypnose, pour moi, ça me paraît vraiment un outil ou une approche qui est vraiment essentielle, parce que les étapes du deuil, elles sont inévitables, et c'est le gain de temps. Mais grâce à vous avez l'hypnose. tellement raison, et Alix est un grand hypnothérapeute, je vous laisse finir là-dessus. Il n'y a pas de thérapie sans hypnose. Toute thérapie peut... Alors la question que je voulais poser à Alix, c'est quels sont les signes qui vous, à partir de quand il faut vraiment s'inquiéter pour consulter, et donc par rapport à la rupture affective, vous conseillez dès que ça fait mal. Voilà, dès que ça fait mal. Et il faut bien c'est une chose, juste là, je vous coupe un peu, mais pour vous dire que l'amour, ça ne fait pas mal. Si on a mal, c'est qu'il n'y a pas de l'amour, il y a autre chose. Et ça, c'est catégorique. L'amour ne fait pas mal. Alors, c'est un peu loin de la vision romantique. C'est tout à fait très loin de la vision romantique. Après, derrière, il faut décortiquer ce qui se passe. Et je veux dire, et l'amour ne fait pas mal. Je veux dire, on peut tout à fait aimer quelqu'un, ne pas vivre avec. Je veux dire, et garder l'amour qu'on a pour cette personne et être bien avec. Si les gens ont mal, c'est plus du manque de quelque chose que de la personne. C'est parce que cette personne a apporté quelque chose et nous a comblé à un moment. Et si cette personne nous a comblé à un moment, quand elle n'est plus là, on n'est plus comblé, on est juste... dire pas fini, on est juste insatisfait. On retrouve, si vous voulez, moi je donne souvent si on a par exemple une blessure dans notre cœur pour X raison de notre enfance, que la personne elle vient et elle comble cette blessure, elle devient un sparadrap sur cette blessure là dans notre cœur. Le jour où elle s'arrache, c'est le cas de le dire, le jour où elle s'en va, cette personne elle s'arrache, elle arrache la partie de notre cœur avec, et on ressaigne encore plus qu'avant. Mais la personne avait juste été là pour combler quelque chose, on ne le sait pas, d'accord? Et cette personne-là, on y met évidemment beaucoup d'affect parce qu'évidemment elle nous fait du bien. Voilà. Et quand elle s'en va, ça fait mal. Mais en fait, si la personne est bien dans ses baskets, bien tout le temps, être avec quelqu'un, ça fait du bien. Mais quand elle n'est pas là, ça fait pas mal. Alors, Alix, c'est passionnant. J'espère qu'un jour vous viendrez à Paris, que vous soyez en plateau avec nous, Alix. On vous attend, tout Air Show vous attend. Alix, c'était passionnant. On va être obligé de vous laisser car on doit rendre l'antenne pour la prochaine émission. On vous souhaite un très bon week-end à Aix. Candice. Très belle soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, Alix, on vous embrasse et merci de ces éclairages passionnants. Merci Candice.